Bien, merci docteur. Je vais vous inviter à rester là et à ce que les autres intervenants de la table ronde me rejoignent. Professeur Ménadier, professeur Troussard, Armel Richaume. Et je crois que Guy Bouguet va venir aussi participer. Non, il reste là. D'accord. Voilà une table ronde très masculine pour commencer la journée. Installez-vous. J'en profite pour redire qu'une documentation spécifique sur les maladies professionnelles est disponible à l'accueil pour tous ceux qui sont concernés et qui se posent encore des questions après ces interventions. Je crois qu'il y a déjà d'abord une première question sémantique. Vous me disiez tout à l'heure que la sémantique est quelque chose d'important. Il y a une première question que vous vouliez poser aux premiers intervenants. Oui, je ne connais pas trop la différence qu'il y a entre l'étiologie et l'épidémiologie. Allez-y. Alors, excellente question. Alors, l'étiologie, ce sont les causes. Hein. Donc, on a un lymphome. Est-ce qu'il y a une cause, une façon d'expliquer l'apparition des lymphomes? Donc, on a parlé des radiations ionisantes, on a parlé des pesticides, et Marc Ménadier a parlé des facteurs de prédisposition. En revanche, l'épidémiologie, c'est quasiment une description, une photographie que l'on peut avoir sur la fréquence, le nombre de personnes qui sont atteintes de telle ou telle maladie, et ici de lymphome, l'incidence, donc il y a combien de personnes qui sont atteintes pour 100 000 habitants, et puis on va surveiller tous ces indicateurs, tous ces chiffres, par une photographie en fonction du temps. Évidemment, si cette photographie bouge, si la fréquence de la maladie augmente, alors on peut se poser la question de savoir si oui ou non il y a une explication, une cause, une étiologie à ce lymphome. Est-ce que j'étais à peu près clair? Et où s'adresser pour avoir des chiffres? Alors sur les chiffres, eh bien d'abord vous pouvez écrire à Marc Ménadier et à moi-même. Et puis après, il y a beaucoup de rapports. Alors il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Allez sur l'INCa, sur le site de l'INCa, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses. Et puis vous allez aussi sur le site de l'INVS, vous allez obtenir un certain nombre de rapports qui sont faits. Et si vous voulez des choses parce que vous n'y arrivez pas, ben vous nous écrivez et on se fera un plaisir de vous les communiquer. C'est Santé publique France maintenant. C'est plus l'Institut de veille sanitaire. Ouais. Voilà. C'est des questions qui illustrent bien justement la complexité face à laquelle le patient, qui doit remplir des dossiers lourds, se trouve confronté aussi. Et justement, docteur Slama, vous avez beaucoup parlé du parcours de reconnaissance, mais en amont, dans le parcours d'identification de la maladie professionnelle, quel est le dispositif aujourd'hui? Il y a un questionnaire à un patient qui arrive sur son parcours professionnel. Comment ça se passe, cette identification, avant même la reconnaissance administrative? Non, il n'y a pas de choses très bien systématisées. Très souvent, la présomption de maladie professionnelle se fait sur le métier. Donc, c'est un des points d'entrée pour pouvoir se poser la question. Mais effectivement, nous, au Centre hospitalier d'Avignon, on a mis en place un questionnaire en systématique pour tous les patients sur les différents métiers qu'il a eus au cours de son parcours professionnel, sur l'utilisation d'un certain nombre de produits. Et en fonction des réponses, on peut enclencher effectivement un abord un peu plus spécifique avec, on sait que les patients qui sont atteints de cancer ont la mise en place de soins de support, notamment avec l'assistance sociale. Et là, en fonction du questionnaire, on fait intervenir notre assistante sociale dédiée et formée dans ce sens-là.
Mais effectivement, aujourd'hui, rien n'est systématique. Moi, je voudrais un peu revenir sur le cas d'Armel, parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant et nous montre à quel point nous devons tous ensemble travailler et progresser. Alors, le premier point, alors, votre cas, je l'ai partagé, pas évidemment individuel, mais chez des patients qui étaient exposés aux radiations ionisantes. Vous imaginez que je suis confronté à ce genre de difficultés. Et votre cas, je trouve, illustre bien vraiment le travail collectif que nous avons à effectuer, qui a été en partie ébauché par ce que vous venez de faire sur Avignon. Le premier point, c'est attention aux certificats des médecins qui ne sont pas toujours ad hoc et parfois, je devrais dire, presque inappropriés. Je conseille, moi, s'il y a une déclaration professionnelle, à ce que chaque patient voit le médecin du travail. Ça doit être presque systématique pour que, effectivement, tout soit fait de façon correcte. Le deuxième point, moi, qui m'apparaît extrêmement perturbant pour nous, c'est que le nombre de patients reconnus comme maladies professionnelles n'est pas à la hauteur de ce que nous devons avoir. Et donc, il y a un vrai problème de santé publique, d'organisation, de lobbying sur ce sujet, de façon extrêmement claire. Le troisième point, et vous l'avez très très bien souligné, oui, il faut évidemment être entouré. Le parcours est trop compliqué, il faut être entouré. Les associations de patients sont évidemment un des moyens, mais il n'y a pas que. Très clairement, les groupes aussi écologiques, et pourtant Dieu sait si je ne suis pas un écolo de façon évidente, mais toutes ces associations qui font un peu de lobbying vont être évidemment des éléments extrêmement intéressants. Donc votre cas, moi, m'intéresse parce que nous ne sommes pas à la hauteur, en France, très clairement, du nombre de déclarations professionnelles sur le sujet et notamment sur les hémopathies malignes. Donc beaucoup de travail à faire. Il faut avoir la Bible des maladies professionnelles, le guide d'accès, c'est ça que vous montriez, ce guide d'accès au tableau du régime général et du régime agricole de la sécurité sociale, qui doit être difficile à décrypter également. Avant de vous passer la parole, j'espère que vous avez préparé plein de questions, parce que vous aussi, vous pouvez prendre la parole, intervenir, poser vos questions. Il doit y avoir des passeurs de micro, normalement, qui sont prêts à dégainer. Et c'est bon, ils ont levé la main, ils sont présents. Armel ? Oui, en fait, j'avais écrit à l'INRS, c'est l'Institut national de la recherche et de la santé, pour... en fait, là, c'est le parcours pour... enfin, ils expliquent ce qu'il faut faire pour être connu en maladie professionnelle. En partie, il y a le tableau du régime général, et ça fait 2 ans que j'ai ce bouquin-là. Il s'est arrêté au numéro 59, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres maladies professionnelles répertoriées. Et tout en étant confronté à l'usage de pesticides, c'est bien stipulé, plus de 10 ans d'utilisation. Si vous avez que 7, dans quelle case on est? Eh ben, rideau. Alors, si je peux rebondir sur le fait de l'importance de déclaration, pour travailler dans un registre et pour prendre en charge un certain nombre de patients, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les diapos tout à l'heure, mais l'âge moyen des hémopathies, c'est au-delà de 65 ans. Donc 80% des dossiers, quand on va récupérer l'information, on voit la profession retraitée. Alors évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Le fait d'être à la retraite ne définit pas sa profession, loin s'en faut. Donc il faut aussi que les patients soient moteurs dans cette réponse. Moi, pour en prendre en consultation, c'est souvent qu'on me dit « je suis retraité ». Non, mais en fait, quelle est votre profession? Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire un parcours. Et c'est de notre responsabilité de former les jeunes médecins et de les sensibiliser à ça. Il faut qu'ils aient le réflexe de maladie professionnelle. Or, ils ne l'ont pas. Il y a un enseignement en médecine du travail qui est extrêmement restreint, qui est en première ou deuxième année, et après ça s'arrête, on n'en parle plus jamais, donc c'est important. Je voudrais rajouter, effectivement, quand on va un peu sur les sites
plus ou moins spécialisés. On a comment déclarer le parcours de la maladie professionnelle. Tout est beau, c'est magnifique, c'est vrai. Hein. Mais la réalité, elle est complètement différente. C'est ça qui est impressionnant. Dans le sens où, même quand on fait une déclaration, on se donne acquis de conscience, on a lancé le certificat médical initial, il doit avoir peut-être moins de 5% qui arrivent à la reconnaissance en maladie professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que cela nécessite une prise de conscience de l'ensemble des acteurs, des associations de patients, parce que c'est un véritable parcours de combattant où on va mettre très souvent des bâtons pour empêcher, in fine, à la reconnaissance de la maladie professionnelle, dont le but est de rendre, et j'insiste sur ce point-là, rendre invisibles ces patients. Et quand on rend invisibles ces patients, bien évidemment, on ne répond pas à des problèmes de fond. Et je pense que, on en a discuté tout à l'heure avec Xavier, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de... Alors, il y a des projets qui sont un peu par-ci, par-là, mais un élan peut-être national, parce que dans les différents rapports de l'INCA, on n'est jamais arrivé à 2000 patients reconnus en maladie professionnelle. Et sur ce chiffre-là, je le redis, c'est 90%, ce sont les mésothéliums. Et rappelez-vous, le mésothélium a fait l'objet, le mésothélium est à déclaration obligatoire. Donc, je pense qu'il y a un gros problème à pouvoir à prendre ce problème, bras le corps, mais avec l'ensemble des acteurs. Et il a fallu combien de cas avant 2015 pour que le lymphome soit reconnu maladie professionnelle? Tu vas évidemment compléter, mais en fait, nous n'exploitons pas, encore une fois, je le dis de façon très très claire, les outils que nous avons, très clairement les pesticides, très clairement la radioactivité, bref, tout ceci est inscrit dans les tableaux, doivent être déclarés, et tous ensemble, collectivement, patients, médecins et professions pluridisciplinaires, devons pousser, je le dis très clairement, à cette déclaration qui n'est pas facile. Et vous imaginez pourquoi elle n'est pas rendue facile. Il y a des enjeux financiers derrière qui sont extrêmement importants et qu'il faut avoir évidemment en tête. Et donc, moi, au moins, je suis venu aujourd'hui et on a pris la décision, et je pense que Guy Bouquet sera évidemment à nos côtés pour avoir un échange national sur ce sujet. Et donc, nous nous engageons très clairement aujourd'hui à mettre en place et à mobiliser toutes les communautés pour que ces déclarations puissent être faites avec une fréquence plus importante et de façon complètement appropriée, avec tous les points de rupture qui existent actuellement, que l'on connaît bien et que vous illustrez parfaitement bien. Bravo, parce que vous répondez à la question que j'allais vous poser justement de comment les associations comme France Lymphome Espoir, mais aussi comme celle dont vous avez parlé tout à l'heure, les professionnels, les groupements dont vous parliez en région, comment travailler ensemble justement pour que les données des registres soient plus utilisées, que le dispositif soit mis en place. Donc il y a un appel aujourd'hui qui est fait, donc bravo, c'est rendez-vous l'année prochaine pour dire ce qu'il en est d'une première collaboration, d'une première réflexion commune. Je pense que ça sera intéressant. Armel, vous vouliez rajouter? Aujourd'hui, nous avons des patients qui ont eu plusieurs professions et c'est encore beaucoup plus dur pour eux. Là, on cherche comment les aider. Alors, le problème de la polyexposition, alors là, c'est l'enfer parce que c'est encore une fois circulaire, il n'y a rien à voir. Hein. Donc il y a un enjeu majeur. Juste un exemple, bon là on parle des lymphomes, mais je prends l'exemple du myélome. Les myélomes, dans l'étude Agrican, qui est une étude qui
qui est faite sur un suivi des agriculteurs, 180 000 agriculteurs. Un suivi de 10 ans. Dans cette étude-là, sur une cohorte de 2005 à 2007, plus de 26% de myélome supplémentaire. Le myélome ne se trouve pas dans les tableaux de reconnaissance. En tout cas, pas encore, mais pour pouvoir le faire figurer, effectivement, même si les pathologies ne se retrouvent pas dans les tableaux, il faut faire la déclaration. C'est un des moyens de levier pour pouvoir faire changer un peu les choses. Est-ce qu'il y a des questions, de réaction dans la salle? À gauche, dans les premiers rangs. Pouvez-vous le lever, monsieur, comme ça, pour qu'on vous apporte le micro? Bon, allez-y. Oui, excusez-moi. Moi, je voulais juste savoir qui établissait ces tableaux des maladies professionnelles. Alors, pour qu'une pathologie puisse se retrouver dans le tableau, c'est un combat de plusieurs partenaires, notamment les employeurs, les caisses primaires d'assurance maladie, la MSA, etc. Donc, alors, c'est relativement opaque, je ne connais pas très bien, mais je sais que pour pouvoir faire entrer une pathologie avec les conditions, c'est extrêmement difficile parce que, là, encore une fois, je rejoins Xavier, c'est un enjeu financier qui est colossal. Il me semble que ce sont les députés qui votent au sujet des décrets pour la reconnaissance de ces maladies. Au final. Tout à fait, mais tout d'abord, il faut qu'il y ait aussi des études fondamentales. Il faut qu'il y ait des études en laboratoire qui montrent que le produit, en présence d'un certain nombre de cellules, entraîne une cancérisation de la cellule. Et donc, à partir de ces éléments, le CIRC, qui est le Centre international de recherche contre le cancer, émet des recommandations sur ces produits et les classe dans le tableau qu'on vous a montré, en groupe 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, en fonction du classement de la molécule sur des études fonctionnelles, alors il y a aussi des études épidémiologiques, des études comme celles que je vous ai montrées, Xavier aussi, mais il y a aussi des études fondamentales, et à partir de là, c'est tout un processus qui se met en route. Évidemment, la décision finale, elle revient au législateur ou à la caisse d'assurance maladie qui, elle, décide si elle décide de le prendre en charge ou pas. Guy Bouguet. Oui, bonjour. Alors moi, il y a une diapo qui m'a vraiment marqué, c'est celle de, je crois que c'était Xavier, qui montrait l'incidence comparée par pays. On voyait le Japon qui était tout en bas, avec le Canada tout en haut. Moi j'aimerais savoir, au-delà des différences génétiques de la population, est-ce qu'il y a quelque chose qui... dans le comportement de la vie quotidienne, alimentaire ou autre, qui peut expliquer une telle différence, au-delà donc de la génétique même? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Alors là, on parle pas de pesticides, mais je dis dans l'alimentation, par exemple. Comportemental, des facteurs environnementaux, comportementaux, quoi, la question. Alors évidemment, j'ai pas la réponse à cette question de façon extrêmement précise, mais qui est évidemment... perturbante, puisqu'on voit que c'est pas la même chose en Asie ou en Europe pour certaines maladies, et notamment la leucémie lymphoïde chronique. Elle est fréquente en Europe et elle est très très peu fréquente en Asie. Il y a eu quand même des tentatives d'explication qui tiennent la route et qui sont montrées aussi par les études épidémiologiques, notamment américaines. Vous savez qu'en Amérique, les études épidémiologiques permettent de connaître de façon très très précise les ethnies, ce qui est impossible en France. On n'a pas le droit de mettre les données ethniques d'un patient dans un registre. Mais quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, il y a beaucoup d'Asiatiques qui viennent aux États-Unis et qui modifient évidemment leur comportement alimentaire. Au Japon, on mange beaucoup de poissons, et aux États-Unis ou au Canada, on mange beaucoup de hamburgers et on n'a plus de poissons. Je fais évidemment de façon simpliste, mais les Asiatiques américains qui vivent aux États-Unis
on voit l'incidence en fait de la maladie qui augmente. Donc de façon extrêmement claire, il y a effectivement un rôle et un impact de nos comportements et de nos habitudes alimentaires. Probablement là, dans ce modèle qui est évoqué, c'est le poisson probablement qui doit avoir un rôle, et l'alimentation avec le poisson qui doit avoir un rôle principal, mais ça n'a pas été démontré de façon extrêmement rationnelle, donc je ne peux pas répondre de façon très très précise, mais en tout cas, les comportements alimentaires sont à l'origine de modifications de la fréquence d'un certain nombre de maladies, c'est une évidence. C'est juste un point de vue. On a tous un microbiote particulier, et ces ethnies-là avaient été habituées à un système d'alimentation de leur côté. Leur microbiote se trouve modifié, et je crois savoir qu'il est à la source de 60% de notre immunité. Et quand les intestins vont pas bien, ben, le reste, il suit. Je vois que vous êtes extrêmement pointu, parce que le microbiote, alors je ne pensais pas avoir des interrogations aujourd'hui sur le microbiote. Alors, le microbiote... Tout le monde maîtrise le microbiote. Le microbiote, alors ça fait parler évidemment tout le monde. C'est en réalité hein, l'analyse fine et la photographie fine, si j'ose dire, de ce qui se passe dans tous nos intestins. Et effectivement, les germes hein, qui existent évidemment dans nos intestins, leurs variations en fonction du temps, en fonction de nos comportements alimentaires, en fonction de nos expositions, peuvent probablement ou possiblement modifier tout cela. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui le précisent de façon évidente et claire à ce jour, mais c'est vrai que tous les projets de recherche sont sur les modifications des microbiotes pour effectivement voir si ces modifications ont un impact sur la genèse d'un certain nombre de maladies, notamment les hémopathies malignes. Donc, bravo. Je veux juste rebondir là-dessus parce que effectivement, pendant les journées du LISA hier, il y a une question spécifique qui a été posée à propos des microbiotes et de l'impact possible des antibiotiques sur les nouveaux traitements qui sont les traitements, les immunothérapies. Et je pense que c'est une question effectivement valide. Hein, ça fait partie du système immunitaire, donc c'est très, très valide. Alors, en début d'après-midi, on parlera de ce qui s'est passé depuis 5 ans. Je pense que dans 5 ans, on pourra revenir ici et on fera un point sur justement ces questions-là qui sont très d'actualité. Il y avait une question au premier rang. C'est pas une question, je suis Brigitte, je suis la femme d'Armel. Donc vous avez dû voir que pendant son exposé, il était perturbé parce qu'Armel, il lui faut maintenant des notes. Enfin, c'est bien précis, tout ça, sinon il me dit souvent j'ai vieilli de 10 ans. Donc bon, on se bat pour la maladie. Mais on se bat aussi pour la reconnaissance en maladie professionnelle depuis 2013, où il a demandé 2 fois à la MSA, ça a été refusé. Et grâce à Anne de l'Infome Espoir, de France Infome Espoir, elle nous a téléphoné en juillet 2015 en disant « il y a un décret, ta maladie, elle est reconnue maladie professionnelle ». Donc là, vraiment, il a foncé. Alors, il a été reconnu assez rapidement en maladie professionnelle, mais on ne nous disait pas qu'il fallait un certificat de consolidation. Et les docteurs refusaient le certificat de consolidation parce que Armel, comme il a été opéré en 2013, il était en rémission au moins jusqu'en 2018. Donc, il ne pouvait pas faire de certificat, il ne voulait pas faire de certificat de consolidation. En plus, la MSA ne nous disait pas qu'il fallait le certificat. Ils ne sont pas tenus de nous informer que c'est une maladie professionnelle. Que ce soit la Sécurité sociale ou la MSA, ne sont pas tenus. C'est à nous d'avoir les informations. Mais où les prendre enfin, déjà, on est déjà perturbé par la maladie. Et là, quand il passe devant un médecin conseil de la MSA, vous savez, il s'est adressé à moi, c'est moi qui fais les papiers. Il dit, c'est vous qui demandez la retraite, c'est vous. Et puis, à la fin du rendez-vous, devant le médecin conseil, il a dit, en s'adressant à moi, pour vous faire plaisir, je le mets à un taux de 20%. Vous vous imaginez la honte. Et quand on reçoit le courrier, eh bien, on nous dit qu'il est à 20%, et comme il n'est pas à 30%, il n'a droit à aucune rente. Donc, Armel a contesté son taux d'invalidité, et aujourd'hui, nous sommes
devant les tribunaux des affaires sanitaires et sociales. Grâce à notre association soutien aux victimes des pesticides, ça nous remonte le moral parce que c'est très dur, le combat de la maladie, déjà de l'apprendre. Et puis maintenant, administrativement. Donc, normalement, on doit passer au TAS pour la deuxième fois le 13 mars, mais ça va être reporté sûrement en 2019. Je n'ai pas peur de le dire parce que c'est la justice. Ça va être reporté très, très tard. Et parce que, tout simplement, le médecin expert qui devait voir Armel le 10 janvier n'a pas pu le voir, il était malade. Et donc, il verra le 28 février. Il n'aura pas le temps de rendre le rapport. La MSA n'aura pas le temps d'examiner le rapport. Et donc, ils vont repousser. Je m'y attends. Là, on va le recevoir début mars, que le tribunal, la séance va être repoussée. Maintenant, je crois que ce sera 2019. Voilà notre combat. Merci de m'avoir entendu. Voilà, vous allez y mettre du temps, mais votre travail, encore une fois, c'est un travail pour la communauté, pour la collectivité, et c'est ça qui est le plus important. Et en tout cas, votre travail, c'est aussi le mien. Et c'est aussi celui des associations, c'est aussi celui d'un certain nombre d'acteurs dans la santé. Et donc, je ne peux que vous encourager collectivement, encore une fois, à poursuivre ce combat, parce qu'effectivement, c'est un combat. Docteur Slama, cette reconnaissance, on va dire facile pour être provocateur à 20%, c'est encore une des embûches pour ne pas aller au-delà dont vous parlez tout à l'heure, finalement. Tout à fait. Alors, concernant je vais essayer de vous amener quelques petits éclairages. Le certificat de consolidation. Alors, qu'est-ce que c'est que le certificat de consolidation? Dans la tête de beaucoup de médecins, consolidation, c'est guérison, alors que pas du tout. La consolidation, c'est quelque chose d'administratif. C'est, à un moment donné, on est en capacité de pouvoir donner un taux d'IP. C'est ça la consolidation. La consolidation, cela ne veut pas dire guérison, cela n'exclut pas la rechute, n'exclut pas les séquelles. Et ça, sincèrement, beaucoup de médecins ne le savent pas. Deuxièmement, concernant le taux d'incapacité permanente, théoriquement, tout cancer, c'est minimum 50%. Hein. Minimum. Bon. Effectivement, lorsqu'on donne moins, c'est un peu moins de sous pour le patient. Votre témoignage, j'ai exactement le même, deux témoignages identiques, pour ne pas la citer, de la MSA, avec ce sentiment de faire culpabiliser le patient. Moi, ça m'horripile. Néanmoins, au sein, il y a certaines personnes qui... Mais effectivement, c'est un enjeu financier. Troisième point, et ça c'est un point qu'il faut à un moment qu'on puisse mettre sur la table, c'est tous les indépendants, les exploitants qui sont quasiment exclus du système de la reconnaissance en maladie professionnelle. Eux, ils sont exclus. Et quatrième point, théoriquement c'est avantageux, mais parfois ça l'est beaucoup moins pour le patient. Il y a une différence considérable entre un patient qui est en activité et un patient qui est à la retraite, où là la consolidation peut être comment dire, un peu néfaste pour celui qui est en activité. Donc il y a tous ces petits détails qui ne font que rendre plus difficile le parcours du patient. Donc voilà, effectivement, votre témoignage, malheureusement, n'est pas unique. En plus, la MSA est très vicieuse parce qu'un exploitant agricole, s'il a 50%, eh ben, on va diviser son taux par 2. Ça rentre sur 25%. Ah. Bon. Moi, j'avais une question, docteur Slama, un truc qui m'a marqué sur une de vos slides, c'est ce délai de prise en charge. Qu'est-ce que ça veut dire 10 ans de délai de prise en charge? Ça veut dire qu'il faut déclarer sa pathologie, le fait que ce soit une pathologie liée au milieu du travail, dans les 10 ans qui suivent le diagnostic. Qu'est-ce que ça veut dire? Le délai de prise en charge, en fait, c'est le temps imparti entre la constatation de la maladie
et la fin de l'exposition aux cancérogènes. C'est-à-dire que lorsque le patient est exposé à un agent cancérogène et que cette exposition s'est arrêtée, il doit déclarer, on doit déclarer la constatation de la maladie dans les 10 ans. Mais à cela... Ce qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. C'est une clause qu'on voit dans les contrats d'assurance privée, ça. Oui, exactement. Et à cela, parce qu'il y a 3 conditions, mais très souvent c'est 4 conditions, il y a aussi la durée d'exposition à l'agent cancérogène. Bon, tout en pouvant le prouver, c'est ça. Donc il faut garder, exactement, comme le disait Armel, il faut garder les reçus de tous les bidons qu'on a achetés et qu'on a utilisés. Et effectivement, et c'est un sujet alors que les experts regardent avec beaucoup d'attention, c'est la preuve, évidemment, entre l'exposition, d'une part, et la maladie. Alors, là-dessus, les experts, quand j'analyse un dossier de ce type, premièrement, il y a évidemment ce qui est connu dans la littérature, hein, ça c'est le premier point, donc on va rechercher tous les éléments qui sont décrits dans la littérature. Et le deuxième point, évidemment, c'est de savoir si le patient a les preuves de son exposition. Parce que c'est bien ça le problème. Hein, il faut avoir la preuve de son exposition. Alors évidemment, acheter des pesticides, c'est une partie, une preuve, mais pas exclusivement une preuve. Bien évidemment, et vous le comprenez aussi, la façon dont on utilise un pesticide est extrêmement compliqué, ça dépend des vents, ça dépend de la façon dont on a fait l'épandage, ça dépend également, ce que vous avez dit hein, est tout à fait vrai, des substances utilisées, il n'y a pas que le glyphosate, et on est tout à fait d'accord avec vous. Donc tout ceci est à prendre en considération, et donc oui, il faut garder... comme vous gardez vos impôts toute votre vie ou vos feuilles de salaire toute vos vies, eh bien dans le cadre d'une exposition professionnelle, il faut être extrêmement attentif à tout cela et c'est vraiment un conseil que vous devez donner à vos enfants et aux plus jeunes parce que ça fait partie de la vie, comme encore une fois vous gardez vos feuilles de salaire, quoi, hein, voilà. Oui, puis le jardinier amateur, il peut s'intoxiquer aussi, hein. Oui, avec peut-être pas la même exposition, la même durée, mais aussi, oui, il ne faut pas négliger ça. Il y avait une intervention là au milieu, allez-y. Oui, bonjour. J'avais une question et un témoignage. Une première question sur l'état des connaissances du lien possible entre les lymphomes non-hodgkiniens et l'exposition à des produits chimiques du type solvant, organochloré et dérivés du benzène. Et deuxième point, c'était juste un témoignage où je suis chimiste. Et voilà, j'ai fait cette démarche grâce à mon médecin du travail ici présent, que je remercie. Ça a marché, donc je pense que je dois être un cas rarissime, mais je voulais le dire parce que là, on est en train de tous se dire ça marche pas, c'est compliqué. Mais moi, j'ai fait cette démarche portée par le médecin du travail en me disant au moins ça rentrera dans les statistiques et ça aidera peut-être d'autres à avoir la reconnaissance. Donc je pense que malgré les embûches et les difficultés et la grosse incertitude à la fin, il faut quand même lancer ces démarches en espérant qu'un jour peut-être ça fonctionne. Qui veut se coller sur les liens? Je pense qu'on peut applaudir madame, parce oui, elle a vraiment que ça marche. Voilà. Moi, je vous applaudis parce que premier constat, et vous avez raison, et je l'ai dit et je le redis, il faut aller voir le médecin du travail. C'est la première chose qu'il faut faire pour constituer le dossier et un vrai dossier avec son hématologue. Voilà, donc c'est la coordination, la coopération entre l'hématologiste ou l'hématologue et le médecin du travail. Et bravo, vous avez eu la très très bonne démarche. Et la deuxième chose, oui, heureusement qu'il y a quand même des dossiers qui aboutissent, ne soyons pas complètement pessimistes. Il y a quand même beaucoup de dossiers qui aboutissent, malheureusement, de façon insuffisante. Mais en tout cas, voilà, la démarche que vous avez faite, encore une fois, est la bonne démarche. Et bravo à votre médecin du travail, que je félicite aussi, puisqu'il est dans la salle. Le benzène est un solvant que l'on retrouve dans beaucoup de pesticides.
Et dans beaucoup de produits ménagers, et ces solvants mis dans de l'eau chaude dégagent des vapeurs de benzène. C'est un gaz indolore et inodore. Et par contre, on en absorbe. Et puis, ces toxines-là, on les stocke, je suppose, pour très longtemps. Juste un témoignage, le rôle du médecin traitant lorsqu'on a constitué le projet FOP 84, c'est une des pierres angulaires de ce projet avec l'intégration de 2 médecins du travail, puisqu'ils ont une expertise et un éclairage, une connaissance qui nous permet de, bien évidemment, mieux ficeler les dossiers et avoir plus de chances d'aboutir. Il y a peut-être d'ailleurs un témoignage du médecin du travail ou d'un autre. Il y avait une question dans l'intervention. Oui, alors, attendez. Je suis médecin du travail, Gérard Lucas. Je ne vous vois pas. Je vais me lever, alors. Ah voilà, ah, vous êtes derrière la caméra, c'est pour ça que je ne vous voyais pas. Je suis derrière la caméra, je ne suis pas devant, oui, je sais. 3 remarques et une interpellation de M. Troussard. La première remarque, c'est que de fait, vous avez dit un petit peu, il y a une défaillance des médecins traitants sur la question du travail, qui ne sont pas formés, qui est importante et qui est à conquérir. Hein. Je crois que c'est... Moi, j'ai l'exemple, par exemple, par rapport au cancer du sein, d'interpellation sur le travail de nuit que j'ai fait avec le centre de cancer de Nantes. Et il a fallu 3 ans pour mettre une question sur le passage des horaires de travail de cancer du sein. La deuxième remarque, c'est que sur la reconnaissance des maladies professionnelles, il y a un taux qui est exigé, qui était épidémiologique un risque relatif de 1,2, enfin de 2 justement, de 100% en quelque sorte, hein, de risque, et qui est une condition pour que ça soit rentré dans le tableau des maladies professionnelles. Et ça, c'est une négociation entre le ministère du Travail, les employeurs et les salariés. Donc actuellement, les taux, les seuils, c'est le résultat de négociations. Et le ministère de la Santé a relativement peu sa place dedans. Et si vous remarquez bien, depuis des dizaines d'années, le ministère de la Santé a très peu d'interpellations sur la question de santé au travail. Sauf récemment, la ministre Agnès Buzyn a fait 2 actions sur ce sujet-là, mais c'est extrêmement modeste. Hein. Donc il y a vraiment du travail à faire. Une dernière par rapport à ce taux, la question de l'enquête sur la leucémie myéloïde, qui avait 25% d'incidence supplémentaire dans la cohorte Agrican, ben, on n'est pas au risque relatif de 2 qui permettent actuellement une intégration dans le malade. Voilà. Donc il y a des gros travail à faire. Et la dernière que je vais faire, j'ai interpellé M. Troussard sur sa façon de présenter l'enquête qui laisse entendre que le glyphosate n'a pas d'effet sur les agriculteurs. Voilà. Alors, j'ai envie d'alerter sur ce sujet-là, parce que c'est une enquête qui a été présentée à la Commission européenne sans les règles scientifiques habituelles, c'est-à-dire que, je sais pas, vous avez peut-être lu l'ensemble de l'enquête, moi je n'ai pas réussi à la voir, et apparemment, les députés de la Commission européenne n'ont pas pu les avoir non plus. Donc c'est contre toutes les règles scientifiques de publication. Et que de fait, moi j'ai des gros soupçons sur cette enquête de Monsanto, organisée par Monsanto, parce que c'est Monsanto quand même le producteur qui l'a faite. Et j'ai l'exemple, par exemple, des bitumes, avec une enquête extrêmement importante qui a été faite par l'industrie routière européenne et qui a été publiée en 2001 et qui a trusté les publications sur le sujet entre 2001 et 2004 sur Medline, que vous connaissez tous, et qui disait que ce n'était pas cancérogène. Le cirque est revenu dessus après, plein de choses après, mais de fait, c'est une étude qui était complètement, je dirais, falsifiée et organisée avec d'énormes moyens financiers, 10 fois plus que tout ce que vous pouvez avoir pour vos enquêtes épidémiologiques. Donc, moi, je vous demande, quelque part, j'avais presque l'impression, je me demandais si vous n'étiez pas un transfuge de l'industrie chimique quand vous le faisiez. Je ne le crois pas, parce que vous avez intervenu après avec cette défense, mais quelque part, c'est intéressant de rappeler quand même cette présentation d'enquête au niveau européen, qui est un vrai problème. Professeur Troussard, êtes-vous un transfuge? Je voudrais avoir le droit de réponse, là. Êtes-vous un transfuge, déjà? Et évidemment, vous avez bien compris que vous avez mal interprété ce que j'ai dit, puisque sur la plaque était évidemment mis le côté et le point de vue du cirque, et de l'autre côté, le point de vue d'une publication qui n'a rien à voir avec l'enquête que vous citez, qui est une publication effectuée chez les agriculteurs scientifiques,
qui est publié et que je pourrais vous transmettre, que je pourrais vous transmettre. Quand on regarde maintenant le problème du glyphosate comme celui de la radioactivité, à titre personnel, je ne me permettrai pas d'être pour ou contre. Je suis extrêmement factuel dans les présentations sur les risques relatifs d'augmentation ou pas. Sur cette publication, mais il y en a d'autres que je n'ai pas citées, il n'y a pas de risque augmenté ou le risque relatif n'est pas très augmenté, mais effectivement, il y a des études contradictoires qui montrent qu'il existe un risque augmenté. C'est comme celui de la radioactivité à faible dose. Je vous ai montré la première publication où il y avait un risque augmenté de leucémie chez l'enfant du côté du canton de Beaumont-Hague dans le Nord-Cotentin. Et il y a d'autres publications que je n'ai pas citées qui montrent qu'il n'existe pas d'augmentation. Finalement, en conclusion, et c'est ce que j'ai dit, nous ne savons pas grand-chose. Voilà. Deuxièmement, il y a des résultats contradictoires sur le plan scientifique et sur le plan factuel que je ne sais pas toujours très bien interpréter. Et donc, de ce fait, et au nom du principe, non pas de précaution, parce qu'il ne faut pas le mener probablement jusqu'à son terme, il faut être extrêmement vigilant sur notre vie quotidienne et effectivement ne pas s'exposer à des comportements soit alimentaires, certainement pas prendre du Big Mac tous les jours, 3 fois par jour, c'est probablement pas la bonne solution. Ne pas s'exposer évidemment aux pesticides de façon itérative, ou en tout cas si on est exposé pour des raisons professionnelles, il faut le faire avec beaucoup de soins, faire attention au vent, encore une fois, aux directions du vent, porter des masques, et nous le savons tous qu'il y a eu aussi des agriculteurs qui n'ont pas utilisé toutes ces précautions. Donc c'est un vrai problème, voilà ce que je veux dire, on est tous là pour faire améliorer le schmilblick, si j'ose dire, mais en tout cas, sur le glyphosate, je ne sais pas. Vous êtes rassuré sur l'intégrité des professeurs Troussard? Ça va? Il y avait une question à gauche. Voilà, allez-y. J'avais une question qui était exactement en rapport avec la problématique qui vient d'être évoquée. Et en l'absence de données probantes, ou avec peu de données probantes justement sur les matières d'étiologie, sur les facteurs environnementaux, ma question était, est-ce qu'il n'y a pas un problème de financement de la recherche de ce point de vue-là, et de financement public, parce que manifestement c'est un domaine, et vous le disiez dans votre présentation, dans lequel il y a encore beaucoup à faire. Et est-ce que c'est justement pas un secteur dans lequel on investit trop peu, parce qu'on a vu que le lien est très fort entre il faut avoir des données probantes pour faire en sorte que le lymphome puisse être classé en maladie professionnelle, et en tout cas que les facteurs de risque, produits chimiques, etc., puissent être identifiés comme cause de maladie professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de financement? C'est la question du financement et donc de l'indépendance de la recherche. Excellente question, et donc moi je vais y répondre de façon extrêmement claire. Alors premièrement, pour les données épidémiologiques de registre en France, il y a une complète indépendance, et en tant que directeur du registre régional des hémopathies malignes de Basse-Normandie, je n'ai aucun financement de l'industrie. Donc, de façon extrêmement claire, mes chiffres que je donne sont évidemment à la disposition de la communauté, mais en tout cas, je n'ai strictement aucun financement d'industriel. Le deuxième point que vous évoquez, qui est effectivement le financement de la recherche de façon générale en France et de façon un peu plus spécifique sur les données épidémiologiques, je ne peux que être complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore très peu de projets de recherche dédiés à l'épidémiologie, dédiés aux problèmes du relationnel entre la survenue d'une maladie et l'exposition, et que là, effectivement, des progrès doivent être réalisés.
Néanmoins, c'est vrai qu'avec l'INCa, il y a quand même quelques appels d'offres sur la recherche qui nous permettent de mener ces projets de recherche. Alors, sur les études présentées par Marc Ménadier tout à l'heure, ou sur les études de cohorte, qui sont évidemment des études extrêmement importantes, c'est vrai que ce sont des études extrêmement coûteuses, hein, il ne faut pas le nier, extrêmement évidemment intéressantes, mais aussi, et c'est peut-être pour cela que nous n'avons pas forcément tous les financements nécessaires, extrêmement frustrantes de temps en temps, puisque on parlait du risque relatif de 2, effectivement, il y a beaucoup d'études qui mènent à des risques relatifs inférieurs à 2 et qui font un peu notre frustration. La radioactivité, que je connais un peu mieux, eh bien, les risques relatifs sont effectivement pas très importants, ce qui effectivement ne nous permet pas de dire et de conclure il y a ou il n'y a pas de risque entre la survenue de la maladie et l'exposition de la radiation, aux radiations ionisantes à faible dose. Donc, excellente question, mais j'espère avoir en quelque temps répondu à la question. Et en guise de conclusion, je dirais oui, effectivement, il n'y a pas encore suffisamment d'argent pour la recherche et que effectivement, il y a encore des progrès à faire, mais les tutelles aussi ont quand même, via l'INCa, mis en place et initié des programmes de recherche un peu sur l'épidémiologie, mais probablement de façon insuffisante. Docteur Slama, vous voulez compléter? Oui, je voudrais juste rajouter, au-delà du domaine de la recherche, on peut se retrouver face à des problématiques financières pour la mise en place d'équipes pluridisciplinaires. Juste un petit exemple, aussi un point à souligner, vous savez que les hôpitaux sont tenus à un retour à l'équilibre, donc pour pouvoir dégager une enveloppe dans le cadre d'un mi-temps d'assistance sociale qui permettent d'aider le patient, en l'occurrence dans le thème de la reconnaissance maladie professionnelle, le financement de médecins du travail au sein de l'établissement. Ça a été difficile, donc je pense que le problème financier est un problème qui ne doit pas être sous-estimé. Il y a au sein des régions, l'Agence régionale de la santé, en l'occurrence PACA pour le centre hospitalier d'Avignon, nous finance sur 1 an la vacation des 2 médecins du travail et le mi-temps d'assistance sociale. Au-delà de l'année, on n'aura plus de financement, donc on doit aller taper dans toutes les portes pour pouvoir avoir un financement et pérenniser ce système-là. Donc effectivement, le problème financier ne se retrouve pas que dans le domaine de la recherche clinique, mais aussi sur le terrain en pratico-pratique. Une intervention au fond à gauche. Oui, une question plus particulière pour le docteur Slama éventuellement. Il nous a présenté dans ses statistiques 2 grands groupes de population, le régime général et la MSA. Qu'en est-il de ce qu'on appelle les travailleurs indépendants, commerçants, artisans, professions libérales, qui étaient des ex-dépendants du RSI? Est-ce qu'ils sont inclus dans le régime général ou est-ce que simplement ils n'existent pas? Le RSI, vaste question. Est-ce que ça va simplifier aussi une fois que ça va disparaître totalement? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas, mais en tout cas, après avoir discuté avec notre groupe et les médecins du travail, les indépendants, les exploitants sont exclus de ce système-là. Hein, donc, c'est un très, très gros problème. Est-ce que l'évolution permettra de répondre à cette problématique? Je ne sais pas. Mais effectivement, ça de près. Il y avait madame devant avec le micro. Bonjour. Je voulais faire juste un petit pas de côté et demander d'une part ce qu'il en est des dommages collatéraux éventuels, c'est-à-dire des gens qui habitent entre des exploitations agricoles
et qui sont également exposés régulièrement. Et d'autre part, je suis enseignante, je pensais à tout ce qui pouvait se produire pour les enseignants en matière professionnelle qui manient à longueur de journée avec leurs étudiants des produits divers et variés en construction navale, en chaudronnerie, etc. Une réponse. Alors, le premier point, il est, comme vous l'imaginez, extrêmement compliqué, puisque vous évoquez finalement l'exposition à très très faible dose, si on peut quantifier les choses en se disant la personne qui fait est exposée plus que la personne qui est à proximité. C'est finalement le débat entre les fumeurs et les non-fumeurs, mais qui sont exposés à la fumée de tabac. Alors, je n'ai pas la réponse à votre question qui est évidemment fondamentale, mais je me dirais quand même que, évidemment, nous avons intérêt, là aussi encore, à prendre probablement des précautions. Alors, je ne veux pas dire, moi, je ne suis pas pour un risque zéro, hein, enfin, sinon, on ne fait plus rien dans la vie, mais très clairement, moi, je fais attention. Enfin, j'étais fumeur, donc je le dis d'autant plus volontiers, j'ai arrêté de fumer, mais bon, je fais un peu attention à ne pas être trop exposé non plus et à me mettre dans les locaux des fumeurs. Bon, voilà, hein, c'est quand même des principes, enfin, de base auxquels il faut être attentif. Si vous avez un agriculteur qui fait son épandage avec un vent qui vient dans votre jardin, et si vous avez en particulier notamment des petits-enfants, évitez de les faire sortir, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut quand même qu'on soit sur des principes extrêmement basiques. Alors maintenant, l'autre chose, c'est l'exposition des enseignants, effectivement, au cours des travaux pratiques. Alors, je ferai juste un petit commentaire, c'est sur le risque zéro. On a évoqué tout à l'heure le benzène. Bon, le benzène, il y en a dans l'essence. Hein, donc quand vous faites et quand vous remplissez votre voiture avec de l'essence, ben, vous êtes exposé au benzène, par définition. Lorsque vous faites une radiographie pulmonaire ou un scanner, vous avez été exposé à de la radioactivité par définition. D'accord ? Donc derrière tout cela, il y a un problème fondamental qui est celui du seuil, finalement, d'exposition acceptable ou non acceptable. Alors, et des modalités qui sont établies pour fixer ce seuil. Hein. En arrivant hier soir, en venant sur Nantes, j'écoutais effectivement la plainte qui est déposée contre les 4 producteurs de tabac parce que, effectivement, dans les machines à déterminer le seuil d'exposition, eh bien, les tabatiers ont mis des trous dans les filtres de telle sorte que ça dilue un peu les choses. Bon, voilà. Donc, effectivement, on travaille sur les modalités. Vous avez évidemment aussi connu le débat qui est celui du diesel et du seuil et des problèmes des différents producteurs de voitures qui ont plus ou moins modifié les seuils, ou en tout cas sur le plan méthodologique, ça pose problème. Donc, principe de précaution, faites attention à ce que vous utilisez. Et notamment lorsque vous le faites utiliser à vos élèves et à vos étudiants. Et puis deuxième chose, bon voilà, oui, faible dose, je ne sais pas répondre à votre question. On va prendre 2 dernières questions, questions courtes, réponses courtes, avant de conclure cette session. Madame ? Oui, moi, ma question reprend un peu la précédente par rapport, justement, moi j'étais en plein milieu des vignes. On avait régulièrement les pesticides qui arrivaient dans le jardin, qui arrivaient des fois sur le linge étendu. Quelle est la reconnaissance pour les personnes qui ne sont pas des professionnels, d'un secteur agricole ou autre? Et puis, pourquoi y aurait-il pas un questionnaire pour les malades dans les hôpitaux, pour leurs habitudes de vie, leurs habitudes, s'ils ont été exposés sur certains sites, etc., et les habitudes alimentaires, etc., pour faire avancer aussi la recherche des causes.
Réponse courte. Réponse courte. Donc, reconnaissance pour les patients qui sont autour d'exploitation agricole, zéro. Il n'y a pas de reconnaissance, mais effectivement, c'est un très gros problème. Alors, nous, on a essayé, on est en train de mener une étude sur une géolocalisation, une géospatialisation des patients atteints d'hémopathie en les croisant par rapport aux terrains agricoles, aux usines nucléaires, etc. Il y a eu quelques études, dont une qui a été réalisée, pas en France, aux États-Unis, qui semblerait montrer une incidence plus importante des personnes qui se situent aux environs de zones agricoles. Et concernant la deuxième question, c'était quoi? Pourquoi il n'y a pas de questionnaire quand on arrive et qu'on se... Alors, oui, c'est une excellente remarque. C'est ce qu'on a fait à l'hôpital d'Avignon depuis mars 2017. C'est ce que préconisent tous ces groupes et le travail que vous allez faire ensemble. Complément de la question, Armel, il est là. Le collectif Soutien victimes des pesticides est en train de rédiger un outil justement pour que les riverains, pour les gens qui habitent dans les nouveaux lotissements aux abords de zones traitées, puissent cohabiter sereinement. Une dernière question. Par contre, il faudra un micro parce qu'on ne vous entend pas. Voilà. Oui. Je voulais savoir si d'autres facteurs existaient pour déclencher un lymphome. Je n'ai particulièrement pas été exposé à des produits polluants, il ne me semble pas, vivant au bord de mer, dans une zone pas très agricole. Mais j'ai été au chômage après la fermeture de mon entreprise en 1995 et 6 mois après, j'ai eu un lymphome folliculaire. J'ai eu les boules. Et je voulais savoir si le stress peut être un facteur déclenchant dans ce genre de maladie. Alors, quel est l'état des connaissances sur le stress comme facteur de prédisposition? Il y a 2 points, donc je vais essayer d'être très clair, très rapide. Le premier point que vous évoquez, c'est si on n'est pas exposé, quels sont les facteurs qui amènent à la maladie. Denis Burkitt, auquel je faisais allusion, le cancer de façon globale et de façon générale, ce n'est pas un événement, mais ce sont des événements successifs qui aboutissent à cela. Il y a des mutations, il y a des expositions, et tout ceci est un mélange qui va faire qu'au final, on va faire effectivement un cancer. Donc ce n'est pas un événement, ce sont des événements. Et le deuxième point que vous soulevez, qui était sur le stress, il y a beaucoup d'études sur le stress. Ça n'est que ma vision personnelle des choses et ma vision de praticien. Je ne pense pas que le stress soit un facteur de survenue de la maladie. En revanche, c'est un facteur déclenchant qui est évident. Tous les patients que nous avons, pour lesquels ils viennent nous consulter pour ce lymphome, ont eu évidemment un stress un plus ou moins violent, et c'est ce stress qui finalement déclenche les choses. Mais c'est pour rejoindre finalement la première partie de ma réponse, c'est que c'est évidemment un des événements qui aboutit, mais qui n'est pas déterminant dans la survenue de la maladie. Eh bien, faire la différence entre facteurs déclenchant et prédisposition. Moi, je vais demander un mot de conclusion de cette session en rebondissant et faire le mot de conclusion dans la foulée. Xavier, c'est sur cet aspect aléatoire. En fait, il y a une étude qui était parue il y a quelques années qui démontrait que plus de 50% des cancers étaient dus à une mutation aléatoire de l'ADN. Donc, il y a des causes, il y a des causes qui sont pour certains cancers évidentes, hein, mais souvent c'est une altération aléatoire de notre système immunitaire. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Et puis sur la question du stress, je suis complètement d'accord avec vous. Il s'avère que il y a certaines formes de lymphome qui sont des formes indolentes, et effectivement, je pense qu'on peut vivre avec un lymphome sans même s'en apercevoir.
Et c'est d'ailleurs pour ça que une des approches thérapeutiques des lymphomes indolents, c'est le wait and watch, c'est comment on appelle ça en français, la surveillance sans traitement, qui explique qu'on peut très bien vivre avec la maladie. Et donc effectivement, un événement stressant peut effectivement peut-être déclencher, mettre en évidence l'apparition de symptômes qui peuvent évoquer la maladie. Donc je suis complètement d'accord. Moi je suis très très content de cette session. Vous avez tous pris la parole. J'ai trouvé ça. On a eu une heure de débat. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés parce que vous n'avez pas pu poser vos questions. En tous les cas, vous aurez le temps de discuter avec les intervenants pendant l'heure du déjeuner qui aura lieu dans une demi-heure. En tous les cas, merci encore, merci aux intervenants. C'était passionnant et je suis sûr qu'on aurait pu faire encore une heure de présentation et de discussion sur ces problématiques. Merci à vous. Je remercie moi aussi tous les intervenants. Merci. De ces riches échanges. Vous aviez les boules, monsieur, maintenant, avec un très mauvais jeu de mots, maintenant on va avoir les bourses. Oui, j'ai osé.